Salam alaikum. Dans le cadre des travaux pratiques de génie chimique et application, donc, il restait une seule manip qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la rhéométrie. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Vous savez très bien que les liquides ne ressemblent pas. Certains liquides, ils coulent facilement. Bien sûr qu'il y a d'autres qui coulent difficilement ou bien ils ne coulent pas. Donc, ils sont épais et gluants. Donc, en s'écoulant, le fluide s'accompagne de déformations, comme dans le cas des solides élastiques. Donc, la connaissance de ces fluides et leur mouvement a une importance capitale pour traiter les problèmes d'écoulement. Donc, ceci a des applications nombreuses, que ce soit dans l'industrie, la préparation des huiles des moteurs, la préparation des peintures, en cosmétique, la préparation des crèmes ou bien des pommades ou bien d'autres, donc, et dans l'alimentation, par exemple, la fabrication des yaourts. En rhéologie, c'est une science qui étudie l'écoulement de matière, c'est-à-dire la déformation de ces corps sous l'effet d'une contrainte qui lui sont appliquées. Donc, les fluides sont classés selon leur comportement rhéologique. Comportement rhéologique veut dire qu'on va voir, c'est-à-dire vous avez un fluide, je lui donne une contrainte et alors on regarde comment il va se comporter vis-à-vis de cette contrainte, c'est-à-dire l'évolution de leur viscosité ou bien de leur contrainte de cisaillement en fonction du taux ou bien de la vitesse de cisaillement qui lui est appliquée. Donc, le but de ce TP, c'est de déterminer le comportement rhéologique de certains fluides et déterminer les caractéristiques rhéologiques de ces fluides, tels que l'indice d'écoulement, le coefficient de consistance et bien sûr d'autres paramètres caractéristiques. Et on va finalement déterminer le modèle mathématique traduisant ces comportements rhéologiques. Différents essais dans ce TP ils seront portés sur le ketchup dans le domaine de l'agroalimentaire. Solution d'argile qui est, on va prendre ici comme argile à l'aponite. Solution de polyacrylamide, PMA à 5% et un gel pour cheveux, un optigel. Donc, on va tester, on va voir comment ils vont se comporter ces fluides vis-à-vis de la contrainte appliquée. L'exploitation des résultats obtenus va vous permettre de classer ces matériaux selon leur comportement rhéologique, de déterminer les différents paramètres caractérisant ces comportements, tels que le seuil d'écoulement, l'indice d'écoulement et le coefficient de consistance et bien d'autres paramètres que je ne vais pas citer ici. Donc, et on peut finalement modéliser ces comportements rhéologiques, c'est-à-dire obtenir une équation caractéristique de différents comportements rhéologiques. Donc, ceci va nous pousser à donner une définition de quelques grandeurs qui sont étudiées en rhéologie, parmi lesquelles on va définir d'abord la viscosité. Vous savez très bien que la viscosité, c'est un paramètre qui caractérise le glissement des molécules les unes contre les autres. Donc, supposons que on va faire l'expérience suivante entre deux plaques parallèles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer un liquide entre ces deux plaques. La plaque inférieure, elle est fixe. On va exercer une force de ce côté, du côté gauche vers le côté droit, pour la plaque supérieure. Donc, dans la direction de l'axe des X, donc il va s'installer au sein du fluide un écoulement laminaire, c'est-à-dire sous forme de lame, ou bien on dit aussi souvent un écoulement lamellaire et régulier. Donc, c'est ce qu'on appelle écoulement Couette-plane. Donc, le mouvement du fluide est le résultat de glissement des couches, les unes, de fluide, les unes
contre les autres. Donc la vitesse de chaque fluide est fonction donc de la distance Z, hein, selon l'axe des Z. Donc vous voyez, lorsque j'exerce une force sur la plaque supérieure tout en gardant la plaque inférieure immobile, donc vous avez un déplacement de votre fluide entre les deux plaques sous forme de lame ou bien sous forme de couche. La première couche en contact avec la plaque supérieure, elle va avoir la même vitesse que la plaque supérieure. Évidemment, celle sous-jacente, elle va avoir une vitesse moins importante du fait qu'il y a un frottement d'une lame par rapport à l'autre. Et ces frottements, bon, ils sont dus à une résistance à l'écoulement, donc qui est la viscosité. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous avez la dernière couche qui est immobile avec la plaque immobile. Donc, chaque élément de fluide est soumis, voilà, à une contrainte. Par définition, la contrainte, c'est quoi? C'est le rapport de la force exercée par la plaque supérieure divisé par la surface de la plaque. En régime stationnaire, ce profil de vitesse est donc linéaire et le gradient, c'est-à-dire la différence de vitesse entre deux couches rapportée à la différence, à la distance qui est entre les deux, donc c'est ce qu'on appelle le taux de cisaillement. Donc, pour les fluides visqueux, vous savez très bien que Newton a montré que le rapport F sur A est proportionnel à ce gradient de vitesse. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la viscosité dynamique. Donc, donc on peut écrire la contrainte est proportionnelle au taux de cisaillement. Et ça, c'est quoi? C'est la première loi de Newton. Donc, la façon dont varie taux en fonction de cisaillement dépend de la viscosité de votre fluide. Donc, on appelle viscosité dynamique d'un fluide tout simplement le rapport de la contrainte sur le taux de cisaillement. Et ceci, il va avoir dans le système international une unité qui est le pascal seconde ou bien le poisé. Donc, il y a une autre définition de la viscosité, c'est la viscosité cinématique. C'est tout simplement le rapport de la viscosité dynamique par sa masse volumique. Donc, plus le liquide s'écoule difficilement, donc remarquez le cas du miel par exemple, plus sa viscosité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter. Donc, plus il est visqueux, plus il va avoir une viscosité dynamique qui est importante. Et donc, on peut se poser la question suivante, qui est-ce qui caractérise ces fluides réels? Donc, ou bien les fluides visqueux. Ce qui les caractérise, c'est la force de frottement. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on donne la définition suivante pour la viscosité, c'est le glissement des molécules les unes contre les autres. Dans ce TP, on va avoir besoin de la définition d'un rayogramme. C'est tout simplement un rayogramme, c'est la courbe. Lorsque je porte la contrainte appliquée en fonction du cisaillement, donc j'obtiens une courbe qui représente l'évolution de la contrainte en fonction du taux de cisaillement. Et cette courbe, c'est ce qu'on appelle un rayogramme. Ces rayogrammes, ils sont obtenus par un rayomètre. Et puis par après, je peux modéliser, c'est-à-dire faire une modélisation de ces courbes, c'est-à-dire de ces comportements rhéologiques. Donc en rhéologie, il est souvent utile de définir un fluide par son type de comportement rhéologique. Donc, c'est-à-dire, on va souvent faire référence au rayogramme pour décrire le comportement d'un fluide.
Et dans la suite, je vais traiter ça en détail. Il y a des fluides qui sont rayo-épaississants, des fluides rayofluidifiants, des fluides newtoniens, des fluides à seuil de contrainte et des fluides viscoplastiques. Donc les fluides sont donc classés selon leur comportement rhéologique. Différents types de comportements rhéologiques qu'on peut avoir. Les fluides au comportement rhéologique indépendant du temps, donc ils se subdivisent en deux grandes parties. Il y a les fluides newtoniens, c'est-à-dire c'est des fluides qui répondent à la loi de Newton, et des fluides non newtoniens, c'est-à-dire qui ne répondent pas à la loi de Newton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une proportionnalité entre la contrainte appliquée et le taux de cisaillement. Donc je vais commencer par les fluides newtoniens. C'est quoi un fluide newtonien ou bien un fluide linéaire? C'est lorsque la viscosité est indépendante de la vitesse de cisaillement. C'est-à-dire, quel que soit le cisaillement, vous avez une viscosité dynamique qui est toujours constante. Lorsque vous tracez le taux de cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement, c'est-à-dire la contrainte en fonction du taux de cisaillement, vous avez donc une droite. Une droite, c'est pour ça qu'on les appelle des linéaires, des fluides linéaires. Donc, la pente de cette droite, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Elle va vous donner la viscosité dynamique du fluide. Donc, le rhéogramme d'un tel fluide est donc une droite passant par son origine. Une seule mesure est donc suffisante pour décrire l'écoulement à température à pression fixe. L'exemple de fluide newtonien, il y a l'eau, vous le savez très bien, il y a le lait, le jus d'orange et bien sûr, il y a d'autres fluides. Donc, maintenant, je vais aborder les fluides non newtoniens ou bien les fluides non linéaires. La viscosité, ce sont des fluides dont la viscosité varie avec la vitesse de cisaillement. Donc, ils ne sont pas caractérisés par une viscosité absolue, mais ils sont caractérisés par une viscosité apparente. C'est-à-dire, pour chaque couple, taux de cisaillement contrainte appliquée, vous avez une certaine valeur de la pente, de la viscosité qui est égale à la pente, à la tangente à la courbe rhéologique ou bien la courbe d'écoulement. Donc vous avez, je résume, les fluides, ils sont répartis en deux grandes classes. Il y a les fluides newtoniens qui sont caractérisés par la valeur de la viscosité absolue. Il y a les fluides non newtoniens qui sont caractérisés par le rhéogramme. Donc, les fluides maintenant d'Ostwald, donc tous les fluides dont le comportement peut être modélisé par la loi d'Ostwald, qui est de la forme la contrainte appliquée est égale à une constante fois le taux de cisaillement à la puissance n. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent la loi de puissance. Avec K, c'est le coefficient de consistance. N est l'indice de comportement, c'est-à-dire l'indice qui traduit l'écart de votre fluide au fluide newtonien. Donc, selon la valeur que prend cet indice, donc, s'il est inférieur à 1, le liquide est rhéofluidifiant. Néanmoins, s'il est supérieur à 1, le liquide est rhéoépaississant. Maintenant, je vais aborder les liquides rhéofluidifiants. Ce sont les liquides les plus puissants. Donc, ce sont tous les liquides dont la viscosité diminue avec la contrainte qui lui est appliquée. Ou bien alors, si je transforme ce rhéogramme en taux epsilon point, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir cette courbe. Remarquez très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? La viscosité, elle diminue. Donc, si je fais la tangente ici, j'ai une certaine pente. Par contre, lorsque je fais
une autre tangente ici. Donc la pente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer et la pente, c'est bien sûr, c'est la viscosité apparente. Donc, comme exemple de liquide rhéofluidifiant, il y a les polymères à longue chaîne, il y a les pâtes à papier, les cols, les ciments, le jus de fruits, etc. Maintenant, je vais essayer de donner une interprétation à l'échelle microscopique. Les molécules sous l'effet de la vitesse de cisaillement, donc ils vont avoir tendance à glisser ou bien à s'aligner progressivement le long des couches. Ce glissement, qu'est-ce qu'il va faire? Cet alignement des molécules, il va faciliter le glissement relatif sous l'effet de la contrainte qui lui est appliquée. Une autre interprétation, il consiste à envisager une modification de la structure de votre matériau sous l'effet d'un gradient de vitesse. Donc, concernant les modèles mathématiques, aucune équation ne vérifiait intégralement ce type de comportement. C'est pourquoi plusieurs modèles sont appliqués dans la littérature. Dans le cadre de ce TP, nous allons nous limiter au modèle le plus populaire qui est le modèle de la loi de puissance. Les liquides fluidifiants peuvent être représentés par le modèle de la loi de puissance. Taux est égal à K fois epsilon point à la puissance n, avec n inférieur à 1. Cette équation s'exploite facilement en passant par le logarithme. C'est-à-dire, si je fais le logarithme des deux nombres, je vais avoir la forme linéaire de cette équation. Et lorsque je trace le logarithme de taux en fonction de log de epsilon point, qu'est-ce que je vais avoir? Bien sûr, une droite dont la pente est n, l'indice d'écoulement, et dont l'ordonnée à l'origine, c'est log de k, et à partir de la pente et de l'intercept, ou bien l'ordonnée à l'origine de cette droite, je peux calculer facilement l'indice d'écoulement et le coefficient de consistance de votre fluide. Les limites de la loi de puissance. Concernant ces rhéogrammes, la plupart des liquides rhéofluidifiants possèdent deux régions qui sont indépendantes, c'est-à-dire où ils sont linéaires, et puis vous avez en intermédiaire la courbe rhéofluidifiante. Donc, les liquides maintenant rhéoépaississants, ils sont moins fréquents, comme le maïzena par exemple. Une fois que vous donnez à ces fluides une contrainte, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se solidifier et donc leur viscosité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter. Donc ce sont tous les liquides dont la viscosité apparente augmente lorsque epsilon point augmente. Donc voilà, si je trace la contrainte en fonction du taux de cisaillement, vous allez avoir cette courbe-ci. Et donc, si vous faites la tangente, si vous mettez la tangente en chaque point, qu'est-ce qu'elle va faire la pente de la tangente? Elle va augmenter et par conséquent, la viscosité, elle va augmenter. Exemple de ce fluide, donc c'est le maïzena et certaines huiles polymériques. Les liquides épaississants peuvent être représentés par une loi de puissance, taux est égal à K fois epsilon point à la puissance n, avec ce n, cette fois-ci, supérieur à 1. Donc, certains de ces produits, qu'est-ce qu'ils font? En augmentant la viscosité, ils vont augmenter aussi de volume. Et dans ce cas, ils sont qualifiés de liquides dilatants. Donc, les causes d'origine moléculaire sont diverses. On peut invoquer l'augmentation du volume libre entre les particules. Voilà, lorsque votre fluide il est au repos, voilà, il y a un petit espace, un volume entre les particules. Lorsque vous exercez une contrainte, donc vous changez la structure dans votre fluide et donc le volume entre les particules, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va augmenter
et donc vous allez avoir une augmentation du volume ou bien gonflement de votre liquide. Donc les particules, ils sont moins imbriquées les unes contre les autres. Il y a les fluides plastiques ou bien à seuil de contrainte, sont des fluides qui ne s'écoulent qu'à partir d'une certaine valeur de la contrainte seuil, appelée la contrainte seuil d'écoulement. Au-delà de cette contrainte seuil, c'est à partir de cette contrainte seuil que je peux avoir l'écoulement. Donc, ce comportement est généralement lié à l'existence d'une structure à 3 dimensions. Le seuil d'écoulement correspond à la force nécessaire pour casser, c'est-à-dire pour supprimer l'arrangement moléculaire responsable de la formation de ces structures et donc pour vaincre ces forces de cohésion. Donc, 2 cas peuvent se présenter. La viscosité diminue, voilà. Donc, pour une valeur de contrainte inférieure à la contrainte seuil critique, donc le fluide il ne va pas s'écouler, mais pour une valeur supérieure à la contrainte critique, vous allez avoir une courbe d'écoulement. Donc, il s'agit d'un comportement rhéofluidifiant avec contrainte seuil. C'est comme le cas du dentifrice. Au début, il ne veut pas couler, mais lorsque je commence à exercer une contrainte sur le tube de votre dentifrice, en arrivant à une certaine contrainte seuil, il commence à s'écouler. On parle de liquide de Casson, car l'équation qui traduit mieux le comportement, c'est l'équation de Casson, qui a pour expression, lorsque la contrainte est inférieure à cette contrainte seuil, donc il n'y a pas d'écoulement, vous allez avoir un cisaillement qui est égal à 0, mais pour une contrainte supérieure à la contrainte seuil, vous allez avoir une courbe d'écoulement ou bien un rhéogramme qui est représenté par racine carrée de taux est égal à racine carrée de la contrainte seuil plus un coefficient qu'on appelle la viscosité plastique à la puissance fois puissance 0,5. Une autre équation de type loi de puissance avec seuil d'écoulement permet également une bonne corrélation entre la vitesse de cisaillement relativement faible, c'est l'équation de Berkeley. Donc l'équation de Berkeley, vous avez pour une contrainte inférieure à la contrainte critique, vous allez avoir un cisaillement qui est égal à 0, mais pour une contrainte supérieure à la contrainte critique, vous allez avoir taux, il va s'écrire sur la forme suivante, taux critique plus K fois epsilon point à la puissance n. Donc la plupart des liquides à seuil d'écoulement sont des liquides de Casson, c'est-à-dire qui répondent à la loi de Casson. Donc on peut avoir un autre comportement à contrainte seuil où la viscosité demeure constante au-delà de l'écoulement. Donc, on parle dans ce cas de liquide de Bingham. C'est quoi un liquide de Bingham? C'est-à-dire, c'est un liquide lorsque vous avez la contrainte inférieure à la contrainte critique, vous avez un cisaillement qui est nul. Néanmoins, lorsque vous avez une contrainte qui est supérieure à la contrainte critique, vous allez avoir l'équation d'une droite, donc qui va s'écrire taux est égal à taux critique plus alpha fois epsilon point à la puissance n. Je vous fais remarquer que les modèles mathématiques traduisant le comportement rhéologique des différents fluides sont nombreux. Il existe. Si vous cherchez dans l'Internet, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles mathématiques qui décrivent le comportement des fluides. Dans ce cours, on a reporté les modèles les plus connus, mais il est plus fréquent que les fluides réels ne vérifient pas que
ces modèles que dans une gamme de contraintes bien déterminées ou bien de vitesse de cisaillement bien déterminée. Donc, il peut également arriver que le comportement d'un fluide ne soit pas vérifié par les modèles mathématiques qui sont développés par ce cours, mais si vous continuez la recherche, vous trouvez un autre modèle qui va répondre à ce fluide. Ça, c'est un travail que je fais avec mes étudiants au cours de PFE. Donc, l'utilisation de ces équations doit par conséquent être considérée avec beaucoup de prudence. Maintenant, en ce qui concerne les mesures et l'exploitation des résultats, donc le principe est simple, les méthodes de mesure de la viscosité sont nombreuses. Dans ce TP, on va utiliser les méthodes rotationnelles, c'est-à-dire des méthodes couettes cylindriques et non pas planes. Ce type de viscosimètre est très employé dans la recherche fondamentale ainsi que dans plusieurs secteurs industriels tels que l'industrie des polymères, l'industrie des peintures, des ciments, dans l'agroalimentaire tel que la rhéologie des sauces tomates. Donc de toute façon, on va étudier le ketchup dans ce TP, du nectar pêche ou bien du chocolat fondu, etc. Donc, maintenant, je vais vous donner le principe de couette cylindrique. Il s'agit de deux cylindres coaxiaux, c'est-à-dire qu'ils ont le même axe. Le cylindre intérieur, il est immobile, qu'on appelle le stator, et le cylindre extérieur, il est mobile, qu'on appelle le rotor. Ce mobile, il va tourner avec une vitesse linéaire qui est égale à oméga R2, avec R2 c'est le rayon du cylindre externe et R1 c'est le rayon du cylindre interne. Donc voilà, si je fais R2 moins R1, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner l'espace qui existe entre les deux rayons, entre les deux cylindres. Donc R est comprise entre R1 et R2. Et on a le cisaillement, c'est quoi? C'est la variation de la vitesse linéaire sur dr, donc est égale dvx sur dz, c'est-à-dire oméga r sur d. Avec r, c'est quoi? C'est le rayon moyen entre R1 et R2. Si maintenant le rotor tourne avec un angle, ce rotor il se trouve accroché à un fil ici. Donc, si ce rotor il tourne d'un angle θ, alors le couple gamma auquel est soumis par suite les forces de viscosité vaut Cθ pour le fil, avec C étant la constante de torsion de votre fil. La force tangentielle appliquée à la paroi du rotor, vaut F est égal à Cθ sur R. Donc F est égal à tau, je peux déterminer facilement tau, est égal à F sur S, est égal, puisque F est égal à Cθ sur R, donc la contrainte tau est égale à Cθ sur S, c'est quoi? C'est la surface de votre cylindre, donc c'est 2π fois le rayon fois la longueur de votre cylindre. D'autre part, vous savez très bien que d'après la loi de Newton, tau est égal à eta dv sur dr est égal, et dv sur dr, c'est bien sûr oméga r sur d. Donc voilà, je peux égaliser l'équation 1 et l'équation 2. Qu'est-ce que je peux tirer de cette égalité? Je peux tirer l'expression de la viscosité dynamique qui est égale à Cθ fois d fois 2π r3 L oméga. Et Cθ, c'est le couple de torsion de votre fil, c'est gamma fois d divisé par 2π r3 L oméga. Donc, si je pose tout ça est égal à une constante k, donc c'est k fois θ sur oméga L.
c'est-à-dire que vous allez avoir une valeur de la viscosité qui va dépendre nécessairement de la rotation de votre cylindre et qui est donnée par θ et oméga. Cette méthode, c'est une méthode qui est relative, elle peut être moins précise, mais plus rapide à mettre en œuvre et qui ne nécessite pas la mesure de votre masse volumique de votre fluide. Donc tout à l'heure, on va voir l'appareil, donc je vais faire quand même une petite description. Voilà, ça c'est le viscosimètre rotatif qu'on va utiliser. À l'intérieur, vous avez deux cylindres coaxiaux, c'est-à-dire qu'ils ont le même axe. Et entre ces deux cylindres, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre échantillon et on va mettre sous rotation un cylindre par rapport à l'autre. Remarquez que vous avez des tuyaux ici et un bain-marie qui va vous permettre de travailler, de garder la température de votre fluide stable parce que la viscosité, comme vous le savez très bien, elle dépend de la température. Une faible variation de la température, vous allez avoir, elle va lui correspondre une variation de la viscosité. À l'intérieur de cet appareil, vous allez avoir des mobiles de différentes tailles. Donc, et le choix de ces mobiles, donc, il va se faire selon la nature de votre fluide. Donc, les conseils que je vais vous donner ici, au cours de cette manip, il faut toujours commencer par les vitesses les plus faibles. Il faut attendre que le régime stationnaire de votre liquide soit atteint. Et en cas d'instabilité des mesures, l'appareil il va vous donner un message d'erreur. Bon voilà, ça c'est le viscosimètre rotatif dont je viens de parler tout à l'heure. Donc il est constitué d'un rotor et d'un stator. Et le stator, il s'agit de plusieurs mobiles qui ont des tailles, qui ont des rayons différentes. Et entre le rotor et le stator, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer mon fluide. Voilà, je vais tester 4 échantillons, le ketchup, une solution de polyacrylamide, une solution de polymère et une solution d'argile. Donc voilà, une fois qu'on fait le test, vous avez ici un bain-marie qui permet de garder la température constante. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire la manip. Vous savez très bien que ça, c'est un viscosimètre qui permet de déterminer la viscosité apparente. Donc, et en plus, il détermine le comportement rhéologique de votre fluide. Ce n'est pas la même chose comme vous avez vu dans la manip précédente. Vous avez utilisé un viscosimètre, donc Hublot, qui se base sur le fait que vous mettez votre fluide, donc le liquide coule à travers d'un capillaire de faible diamètre et en mesurant ce taux d'écoulement entre deux traits, vous arrivez à déterminer la viscosité cinématique nu qui est égale à K fois ce temps d'écoulement que vous avez déterminé. Mais cette fois-ci, non, ce n'est pas le cas, donc on a besoin d'une courbe d'écoulement. Ce viscosimètre, il est utilisé seulement pour les fluides newtoniens, c'est-à-dire qui ont une valeur absolue de la viscosité dynamique. Mais ici, pour tracer mon graphe, j'ai besoin d'un comportement rhéologique, c'est-à-dire d'une courbe d'écoulement pour chaque valeur de la contrainte appliquée. Donc, je mesure le cisaillement ou bien la viscosité. Donc, je vais faire la manip et tout à l'heure, je vais vous donner les résultats afin de les interpréter. Donc, après avoir vu l'appareil, les mobiles et comment ça fonctionne, etc., maintenant, on va faire l'exploitation des résultats obtenus. Dans cette partie, vous aurez à examiner les résultats expérimentaux des essais rhéologiques qui sont réalisés sur différents fluides, parmi lesquels
on a fait un essai sur le ketchup, sur une solution d'argile, la laponite à 5%, solution de polyacrylamide, PAM, et un gel de cheveux. L'exploitation des résultats obtenus sur ces différents produits, donc il va vous permettre de déterminer les caractéristiques rhéologiques de ce fluide, c'est-à-dire le comportement rhéologique, l'indice d'écoulement, le C d'écoulement, le coefficient de consistance, etc. Et même, on peut arriver à modéliser les équations du comportement rhéologique. Donc, je commence d'abord par le ketchup. Le ketchup, voilà, je l'ai fait pour vous. J'ai tracé la contrainte appliquée en fonction du cisaillement. Donc, on trouve une droite et on vous demande à quelle classe le fluide ketchup appartient. Donc, vous voyez très bien que c'est une droite. Donc, c'est un fluide qui est linéaire ou bien newtonien. Dans la deuxième question, on vous demande quelle est la caractéristique rhéologique qu'on peut déduire de ce graphe. Vous savez très bien que puisque c'est une droite qui passe par l'origine, après avoir déterminé la pente de cette droite, on a dit qu'elle va correspondre carrément à la viscosité absolue de votre fluide. Donc, à partir de ce graphe, on peut déterminer la viscosité dynamique absolue de votre fluide. On vous demande de donner sa valeur. Donc, vous allez faire le rapport de la contrainte pour 2 points, rapport entre la différence entre 2 points et 2 points ici. Et donc, vous allez déterminer la pente et c'est ça la valeur de la viscosité dynamique. Dans cette figure, qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai fait pour vous. Voilà, j'ai porté la viscosité en fonction de la vitesse de cisaillement. Remarquez très bien que la viscosité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue avec le cisaillement. On vous demande la question suivante. Quel est le comportement rhéologique de la laponite? Bien sûr, puisque la viscosité diminue, donc la laponite, c'est un fluide qui est rhéofluidifiant. Donc, on vous demande dans une deuxième question, peut-on déterminer la viscosité absolue de la laponite? Remarquez très bien que cette viscosité, elle dépend du cisaillement, donc elle n'est pas constante. Et par conséquent, je ne peux pas déterminer la viscosité absolue. Néanmoins, je peux déterminer la viscosité apparente. Maintenant, je vous laisse le soin de donner une interprétation à l'échelle microscopique. C'est-à-dire, vous allez expliquer pourquoi vous avez cette diminution de la viscosité avec le cisaillement et on vous demande est-ce que vous pouvez donner un type de comportement rhéologique. Donc ici, dans cette troisième question, vous avez devant vous un tableau dans lequel j'ai reporté la valeur de la contrainte, du cisaillement et de la viscosité obtenue par le viscosimètre rotatif, c'est-à-dire couette cylindrique. On vous demande de montrer que ce fluide, qui est le polyacrylamide, il répond à un comportement de fluide d'Ostwald. Donc, pour cela, qu'est-ce que vous allez faire pour vérifier qu'il vérifie le comportement d'Ostwald? Il faut évidemment tracer log de temps en fonction de log de epsilon point. On vous demande de déterminer l'indice d'écoulement N et le coefficient de consistance K en supposant que le comportement est vérifié et quelle que soit la vitesse de cisaillement appliquée. Donc à partir de cette droite que vous allez trouver, donc il faut faire un traitement mathématique et vous déterminez cet indice N et le coefficient K de consistance.
Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez un graphe sur lequel je vous ai porté la contrainte appliquée en fonction de la vitesse de ces aimants. Vous avez une courbe d'écoulement. Et alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer le comportement rhéologique de ce fluide. Je vous laisse le soin de le faire. On vous demande de déterminer la contrainte seuil. C'est ça, la contrainte seuil, c'est-à-dire c'est la contrainte à partir de laquelle je commence à voir écoulement de votre fluide. Et on vous demande de donner une signification physique de cette contrainte seuil. Maintenant, dans une quatrième question, on vous demande d'interpréter à l'échelle microscopique, cette contrainte seuil. Et dans une dernière question, on vous demande de prélever une dizaine de points significatifs de ce graphe et tracer les courbes correspondant au modèle mathématique. Ça va vous prendre un peu de temps, donc, mais on n'a rien à faire. Il faut avoir de la patience pour ceci. Donc, qui décrivent le comportement de votre fluide. Et finalement, on vous demande de commenter carrément le TP depuis le début. Et bonne chance et bon courage.